Donc avant de expliquer un petit peu ce que c'est Renovate, etc., un petit use case donc chez PageJaune. Donc PageJaune utilise certainement connu de beaucoup de monde, donc une architecture très orientée microservices. Donc je vous ai mis un petit exemple ici. Donc l'API utilisateur, donc une API REST standard, avec quelques petites, assez simple, hein, je ne suis pas entré dans le détail, quelques briques pour que vous compreniez un petit peu les enjeux. Donc un POM entreprise là, donc c'est du Maven, c'est du build Maven. Hein. Donc un POM entreprise qui déjà a un certain nombre de plugins, de versions déjà à gérer. Donc POM entreprise, c'est un POM partagé par plein de modules dans l'architecture REST. Donc c'est déjà un premier niveau de POM. 2 modules où il y a du code source, donc un module pour faire du test end-to-end, donc avec pas mal de code pour du test automatique pour notre chaîne, enfin la chaîne de CI/CD. Donc déjà, qui dit code dit aussi librairie. Hein. Donc bon, je vous ai mis quelques petites librairies là. Un deuxième module Maven qui est vraiment le cœur du réacteur de l'API utilisateur, qui est donc la web app, avec plein de dépendances. J'en ai mis quelques-unes et on voit bien que ça tire des dépendances par transitivité. On va aller très très loin. Hein. Donc voilà, on va voir après un petit schéma sur tout ça. Et puis deux choses importantes quand même sur chacun des modules. Ce qui est en place, c'est que ça passe dans une chaîne de livraison continue automatisée, enfin en tout cas très automatisée. Et donc il faut de la conf GitLab. Alors c'est sur GitLab, donc c'est du GitLab CI. Voilà, donc un fichier YAML qui va gérer tout ça, et du Renovate, donc on va en parler tout à l'heure. Donc on voit, quand on regarde un petit peu le code source, on commence à voir, il y a des dépendances, donc déjà par transitivité, et on commence à voir que certaines briques vont aussi avoir besoin d'une autre librairie qui est tirée par une autre librairie, qui va retirer encore d'autres librairies. Donc on commence à s'apercevoir que en fait tout ça, ça commence à avoir des petits cycles. Enfin, c'est très interdépendant. Et quand on va vouloir faire évoluer tout ça, ça va être très comme Chewbacca, on voudra se gratter la tête ou se tirer les cheveux. Donc première méthode basique que tout le monde peut-être connaît, basée sur l'itération. Hein. Donc on fait ça très manuellement, donc avec un petit exemple chez PageJaune. Donc on va d'abord commencer par choisir un composant, typiquement un composant qui est au cœur des choses chez PageJaune, c'est tout ce qui est socle technique. Alors il y en a plusieurs, mais c'est des composants propriétaires donc qui ont été développés. Donc si on prend par exemple le socle technique qu'on va vouloir faire évoluer, on va regarder un petit peu toutes ces dépendances, toutes les librairies qui tirent. Donc on va checker pour chacune quelles sont les dernières versions. Ok, on va faire des tests. On va regarder s'il n'y a pas des incompatibilités surtout entre tout ça, parce que assez rapidement en fait on s'aperçoit qu'il y a, si on monte aux dernières versions, il y a plein de choses qui marchent pas. Donc il faut y aller incrémentalement, et ça c'est assez compliqué à tester. Bon voilà, donc très attention aux incompatibilités. Une fois qu'on a fait donc un petit état des lieux des librairies, on choisit les versions, on les commit, donc ça va passer dans la chaîne de livraison continue. Donc ce fameux socle technique passe dans la chaîne. Donc c'est avec le système de Gitflow assez standard, donc une branche. Une fois que la branche est passée, donc c'est une MR derrière, une pipeline qui passe avec des tests, etc. Une fois que c'est OK, il y a du merge, alors automatique ou pas, suivant les cas. Le composant va se réaliser, OK, et ensuite on va devoir l'intégrer. Donc soit dans un composant qui est un peu plus haut niveau, soit dans une web app directement. Et ça, on va le faire pour chacun des composants. Et on ne peut pas tout faire d'un coup, on sait très bien, si on fait tout d'un coup, on va tout exploser. Donc il faut y aller vraiment petit bout par petit bout. Donc ça, c'est le méthodo manuel, on voit que c'est très chronophage, très manuel, une validation très très longue en fait. Parce que quand on va y aller par petits bouts, il va falloir tout intégrer, attendre que tout soit livré, vérifier que ça marche, et hop, ok, on va passer au composant suivant. Donc on sent bien que c'est très long, donc une validation très longue, et lorsqu'on doit tout mettre à jour, en fait on va passer plusieurs mois à tout mettre à jour. Donc le problème de ça, c'est que comme c'est très chronophage, très manuel, très pénible pour les développeurs, en fait, on le fait une fois par an, une fois tous les 2 ans. Bon. Et au bout d'un moment, on peut plus le faire. Et quand on peut plus le faire, qu'est-ce qu'on fait? Soit on perd beaucoup de temps à tout faire évoluer, soit on refait from scratch et hop, terminé, on parle plus. Legacy, on met à la poubelle, on part sur des nouvelles technos, on en profite pour partir sur des nouvelles technos. Et voilà, si on suit pas ça, c'est compliqué après de rattraper un petit peu le train. Donc, on s'aperçoit assez vite de certaines incompatibilités, mais des fois non. Des fois, on va s'en apercevoir quand on arrivera côté client, côté utilisateur, et dire non, mais là, il y a un problème. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a des trous dans la raquette en termes de tests, de tout niveau, unitaire, intégration, fonctionnel, de non-régression, etc. Donc, on va très vite s'arracher les cheveux, comme on a vu tout à l'heure avec Chewbacca. Donc, du coup, comment on peut faire pour essayer justement d'aller un petit peu plus loin, d'essayer. C'était un des objectifs de PageJaune, c'était de automatiser un maximum de choses pour perdre le moins de temps possible
faire perdre moins de temps possible aux développeurs. Donc les objectifs initiaux, c'était de dire, bon, on va essayer d'automatiser un maximum les choses pour, justement, libérer du temps aux développeurs ou aux leads. Généralement, c'était plutôt les leads tech qui s'occupaient de ça. Et du coup, donc essayer de dispatcher un petit peu tout ça dans les différentes équipes, ça c'est compliqué aussi. Hein. Donc potentiellement, généralement, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait plutôt une équipe assez technique qui s'occupait de ce genre de travail. Mais attention, on veut automatiser certes, mais il faut quand même garder un peu la main là-dessus. Donc comment on va faire? Voilà, c'était aussi imaginer un petit peu les choses. Donc maintenant, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet de Renovate, c'est quoi? Bon, je vous ai mis un petit peu la doc, le lien, qui est vraiment le point central de Renovate, ça part de la doc. Vous avez vraiment énormément de choses, donc je vous l'ai mis en haut à gauche. Oui, c'est le même, je suis bête. Du coup, c'est quoi Renovate? C'est un bot. Bon, un bot qui va faire pour vous ce travail de montée de version de librairie. Ok. Juste pour le citer, des PandaBot, certainement vous en avez aussi entendu parler, c'est le même bot, enfin à peu près la même philosophie, mais chez GitHub. Mais Renovate sait faire aussi, c'est s'intégrer dans du GitHub, donc il gère plusieurs gestionnaires de sources, donc alors je sais pas, jaune c'est plutôt du GitLab, mais il sait faire du Bitbucket, il sait faire plein d'autres choses. Il sait aussi s'intégrer avec plein de frameworks de build, donc plein de langages derrière au final. Hein. Donc dans la doc il y a énormément de choses, donc on peut retrouver certainement pour votre build à vous, du Gradle, du Maven, du NPM, etc. Tout ça, c'est assez complet comme outil. En termes de run, comment ça marche? Plusieurs manières de le lancer, c'est pareil, c'est assez complet. Soit le plus simple, c'est du shell, hein, en mode CLI. Soit si vous avez une intégration dans un GitLab CI ou un GitHub, ça va être assez particulier. Donc GitLab sera des runners via du GitLab CI ou une app sur GitHub. Comme je disais, la documentation est assez centrale sur cet outil-là. Elle est très complète, mais attention, c'est un vrai labyrinthe. C'est-à-dire que si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous allez vous perdre. Donc, il faut quand même avoir une certaine philosophie et avoir des bons pointeurs. Je vais vous en donner quelques-uns tout à l'heure dans les tips pour bien rentrer dans cette documentation-là. Donc, comme elle est très complète, très exhaustive, du coup, oui, elle sert vraiment de référence. Et ça, c'est top pour un outil comme ça. Il y a une petite partie que j'ai voulu citer qui est super aussi, c'est des tips d'optimisation qu'ils appellent des deep dive. Quand vous allez être assez, familier avec Renovate, vous allez pouvoir un petit peu pousser les optimisations. Et là, il y a à peu près 5-6 gros thématiques. Oui, c'est ça. Une petite dizaine, on va dire, de thématiques qui sont très intéressantes et justement qui vont vous faire aussi gagner un petit peu d'optimisation dans vos chaînes, etc. Le cœur du réacteur de Renovate, c'est la conf. C'est un outil basé sur de la configuration, beaucoup de configuration. Et c'est pour ça que la documentation, elle est très fournie, parce que tous les petits détails de configuration sont bien décrits dans la documentation. Donc il faut quand même faire attention à cette conf. Mais comme il y en a partout, ils savent très bien que les gens, s'ils fournissent pas des bundles de démarrage, ça va pas le faire. Donc du coup, ils fournissent de la conf de base qui s'appelle les recommended par framework de build, par langage, etc. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est de partir sur ces recommended qui sont déjà, ils sont déjà adoptés par la communauté et qui fonctionnent très bien. Donc comme je disais, très configurable, mais attention à pas vous perdre. Et même des fois, c'est un peu trop configurable. Il y a des cas, ça nous est arrivé, c'est que on a configuré des choses sur une application et via de l'héritage de configuration, il y a des petits morceaux de configuration qui se marchaient sur les pieds. Et du coup, il y avait des comportements assez bizarres. Donc, il faut faire très attention lorsque vous commencez à customiser vos confs. Donc, première salve de tips, donc pour bien démarrer. La doc, comme je vous ai dit, très complète, parfait, mais attention, il faut bien avoir les bons pointeurs, pas démarrer n'importe où. De toute façon, si vous cherchez sur Google comment faire telle chose dans Renovate, vous allez très très rapidement, vous verrez, les premiers liens, c'est la doc au final, donc parce qu'elle est très bien référencée, très bien faite. Donc je vous ai mis quelques points d'entrée, donc Getting Started, qui est la base. Les key concepts pour expliquer quelques concepts dans Renovate, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a quelques-uns, donc c'est quand même intéressant de savoir ce que ça veut dire. Un petit peu d'architecture, voir comment ça marche, donc Renovate Modules, et quelques notions quand même à appréhender, ce qu'ils appellent les presets. C'est bien d'avoir ça quand même dans la tête avant de démarrer sur Renovate. Deuxième tips, forcément, il faut pratiquer. Première chose, c'est assez simple de rentrer dedans quand même, hein, avec les Getting Started. Donc faites-vous votre idée, regardez justement si ça cadre avec vos pratiques, est-ce que ça pourrait bien s'intégrer dans l'entreprise, et voir quel temps vous allez gagner au final. Parce qu'au début,
c'est pas si trivial en fait, parce qu'il y a beaucoup de confs. Les premiers temps sont un peu laborieux, même si c'est assez simple à mettre en place, mais vous allez chercher, vous allez tâtonner un petit peu. Alors du coup, partez bien sur les recommended, comme j'ai dit tout à l'heure. Troisième tips, une chaîne CI/CD. Alors, si elle est automatisée ou un maximum automatisé, ça va vous faciliter le travail, parce que c'est pas vous qui allez pousser les choses, etc. Donc vous allez avoir, une fois que vous allez pousser votre conf et installer sur Renovate sur certains projets, c'est votre chaîne qui prendra la suite. Donc elle va faire les tests, etc., vous avertir, etc. Donc une chaîne automatisée, un minimum, ça serait quand même une forte recommandation quand même. Alors, si on rentre dans le fonctionnement, rapidement, fonctionnement général de Renovate. Donc comme j'ai dit, c'est piloté vraiment par la configuration. Donc qui dit configuration, alors eux c'est du JSON, hein, on pourrait avoir plein d'autres formats, mais là c'est du JSON. Donc qui dit pilotage très fort par la configuration, dit aussi attention comment vous allez écrire vos fichiers. Donc il faut de la hiérarchisation dans vos fichiers de conf, et notamment par de l'héritage. Vous allez définir de la conf plus globale très très haute, vous allez commencer à spécifier peut-être de la conf pour les API, de la conf peut-être pour des batchs, des choses comme ça. Donc il faut bien penser aux besoins, déjà le mettre sur papier. Qu'est-ce que vous voulez faire déjà tout de suite? Peut-être que vous voulez gérer juste un projet. Bon, bah, vous commencez par ce projet. Et puis, plus vous allez grossir et distribuer cette configuration dans différents projets, bah, plus vous allez commencer à hiérarchiser un petit peu les choses et à factoriser cette conf-là. En termes de projet, c'est très simple. Sur un projet, pour dire qu'il est pilotable par du Renovate, il suffit d'avoir un fichier qui s'appelle renovate.json à la racine du repo. Et c'est ce fichier-là qui va être le point d'entrée des configurations. Que ça soit hiérarchisé ou pas, mais c'est lui qui va dire bah moi j'ai telle configuration pour ce projet-là. Donc ça c'est très important. Et dans le cadre de Page Jaune, ce qu'on a fait, par exemple, on a vraiment un module à côté, un repo à part qu'on a appelé Renovate Config. Et ce module, il a deux rôles. Le premier de piloter en fait tout ce qui est déclenchement de Renovate, donc avec du GitLab CI, notamment du scheduling automatique ou pas, on va voir tout à l'heure, je vais vous montrer des exemples, et aussi de référencer cette conf générique, cette conf hiérarchisée de haut niveau, qui va servir de référence à tous les projets. Donc les projets vont pointer dessus. Donc ce module-là est très important pour tout ce qui est pilote et référence de conf de Renovate chez Page Jaune. Petite capture d'écran pour vous montrer rapidement que c'est pas très compliqué. En tout cas là sur le scheduling, ce qui va permettre de démarrer les process automatiquement. Donc voilà, vous voyez en haut à gauche Renovate Config, le nom du projet. Vous avez dans la partie build en bas à droite une petite entrée qui s'appelle Pipeline Schedule. C'est là où vous allez gérer vos schedules, c'est-à-dire les manières de déclencher les process Renovate. Et donc vous allez pouvoir soit en créer un, soit en éditer. Ce qui est important, c'est qu'on peut aussi faire un run manuel avec le petit bouton play. Ça, c'est intéressant, surtout les premières étapes quand vous allez jouer avec. Je vous conseille pas de les mettre en automatique. Vous faites du run manuel, vous regardez comment ça marche, et ensuite vous pourrez le faire en automatique. Si vous faites une petite édition, c'est très simple au final. Vous avez un champ alors en mode cron, en mode format cron, vous rentrez l'intervalle de déclenchement. Donc ça sera pour la partie automatique. Et ce qui est important, c'est la petite case à cocher en bas qui s'appelle Activated, qui dit que ce run-là, enfin ce schedule-là, est lancé de manière automatique ou pas. Donc dans les premiers temps, je vous conseille de ne pas la cocher. Comme ça, votre schedule il est prêt. Dès que vous avez passé en mode automatique, il suffit de la cocher, vous l'aurez, ça va déclencher automatiquement. Deuxième salve de tips, si vous voulez un cran plus loin, donc pour de la customisation. Donc comme je vous ai dit, Renovate est très basé sur de la configuration. Donc bien penser à cette hiérarchisation via de l'héritage de fichiers. Ça, j'insiste là-dessus. Bien, voilà, pour pas en avoir partout, sinon vous allez vous perdre dans les confs. Donc il y a héritage, hiérarchisation, dit factorisation hein, aussi de tout ce qui est configuration commune. Et si on peut, alors parfois c'est pas possible, hein, mais essayer de limiter les spécificités par projet. Il y a certains projets qui ont besoin de rajouter des petites exclusions, des choses comme ça dans Renovate. Bon bah là, ça va être un peu compliqué de factoriser tout ça. Ça peut arriver, mais si on peut éviter et de remonter un maximum les choses sur de la conf générale partagée à tous vos modules ou à des groupes de modules, c'est quand même beaucoup mieux. Alors sur le scheduling, comme je disais, premier step, ce que je vous conseille, c'est d'être en manuel. Donc vous le préparez certes, mais vous ne passez pas en automatique. Lorsque vous allez être prêt, vous allez le passer en automatique. Et là, il faut y aller petit bout par petit bout. Il ne faut pas lâcher les chevaux tout de suite, sinon vous allez avoir des surprises. Je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure. Donc vous allez y aller, vous allez choisir quelques libs,
que vous maîtrisez bien. Bon, bah, c'est lib là, c'est lib là, pas de problème, tu vas me gérer le versionning. Une fois que vous allez gérer le lib, vous allez gérer un ensemble de librairies au sein d'un projet, pour un seul projet. Ok, on va y aller. On va regarder pendant quelques jours comment ça marche, ou quelques semaines. Une fois que projet par projet ça marche, vous allez aller par groupe de projets. Donc dans GitLab, il y a des groupes de projets. Vous pouvez dire, bon bah ok, pour ces groupes-là, ou des groupes qui ont un certain pattern dans leur nommage. Ça c'est pareil, vous pouvez le faire. Et dernière étape, quand vraiment vous maîtrisez les choses, donc par groupe de projets, et en même temps vous allez essayer de factoriser certaines montées de version de lib. Typiquement des librairies qui sont fortement couplées. Par exemple, chez Page Jaune, on a un socle technique, un socle test, etc. Et assez généralement, on les fait évoluer à peu près en même temps. Donc pour éviter d'avoir des chaînes qui passent leur temps à réviser les librairies et de monter des versions, bah, vous allez essayer de condenser ça. Et donc dans vos commits, au lieu d'avoir un commit avec une seule version à chaque fois, donc une MR qui se lance, donc une pipeline qui se lance, donc des runners qui se lancent, vous allez essayer d'avoir un commit avec plusieurs versions qui vont monter en même temps. Du coup, vous allez factoriser vos runners, etc. Donc attention, comme je disais, attention à l'explosion des runners. Hein. Du coup, si vous lancez tout, en même temps que vous lâchez les chevaux, il y a plein de MR, de pipelines qui vont se lancer et vous allez mettre certainement par terre votre GitLab, ce qui nous est... Alors, on l'a pas mis par terre, mais à un moment donné, on a commencé à voir que les développeurs, ils n'étaient pas contents, ça ramait, etc. Donc, je dis, bon, ouais, il y a peut-être un truc avec Renovate, on a commencé à lâcher les chevaux. J'ai dit, ah bon, on arrête. Bon, du coup, en effet, en regardant les monitorings, on a vu les runners qui ont explosé. Du coup, les ressources derrière allouées n'étaient pas assez fortes. Donc voilà, on a refait des adaptations d'infrastructure. En termes de, si on rentre un peu plus dans le sujet, alors, quelques détails, mais pas trop. Donc, on a Renovate config, comme je vous ai dit tout à l'heure, deux rôles. Le pilotage de la pipeline en termes de scheduling, avec le GitLab CI YAML, le fichier vert en haut, et une hiérarchie de fichiers de conf par héritage. Donc, on va voir, je vais vous faire un petit schéma après. Donc, qui va factoriser certaines confs par, typiquement, là, ouais, je vous ai mis Maven, je vous ai mis Ansible, donc par système de build, au final. Donc, quand GitLab se réveille, donc avec le système de scheduling qu'on a vu tout à l'heure, il va regarder le GitLab CI YAML, qui va permettre de décrire quels sont les projets qu'on va aller scanner et voir qui ont un renovate.json à la racine, donc pour pouvoir gérer ce système de renovate. Donc là, on a détecté un certain nombre de modules. Donc du coup, alors voilà, comme je dis, c'est pas jaune, c'est du Maven. Donc du coup, le renovate.json va pointer par hiérarchie, par héritage, vers un des fichiers, donc typiquement le maven.json, qui a une conf générale Maven, donc qui est dans le fameux repo renovate config, et celui-là hérite d'un default, qui a aussi une conf encore de plus haut niveau, par exemple la gestion des merge auto, la gestion des noms de branches, la gestion des noms de commits, etc. Ça c'est valable pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est en termes d'héritage. Une fois donc que Renovate est passé, on a détecté quel module il faut réveiller. Là du coup Renovate, via le système de configuration qui est dans le Renovate.json à la base du repo, là du coup il va commencer à scanner tous les pommes.xml, donc c'est du Maven, regarder chacune des libs, regarder les versions qui sont dispo dans les repos Maven central, et commencer à créer des merge requests, des commits, des merge requests, des pipelines qui se lancent automatiquement. Et voilà, donc on aura un certain état des montées de version. Donc tout ça, ça va passer en chaîne CI/CD. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait en termes de merge. Est-ce que c'est le système qui va le faire? Est-ce que c'est le développeur? Donc ce qu'on a prévu, c'est que on a mis un certain nombre de règles. Par exemple, dans la chaîne CI/CD, si la MR elle est KO, bon là, pas de problème, hein, pas de merge automatique. Donc il faudra un check manuel du développeur. Si c'est une version majeure, pareil, on a dit non, pas de merge automatique, c'est un check de développeur. Alors pourquoi majeur? Parce que dans la sémantique version, dans la philosophie de sémantique version, les versions majeures, la plupart du temps, même très souvent, on casse la rétrocompatibilité. Donc on a de très forts risques de ramener de la régression. Ce qui n'est pas le cas des versions mineures et des versions patch, et si on va un peu plus loin, des versions digest. Donc du coup, on s'est dit, non, les majeurs, c'est sûr, on les merge pas automatiquement. Donc du coup, les autres, mineurs et patch, ok. Si la pipeline passe, pas de problème. On va merger automatiquement. Et voilà, on va laisser suivre les choses. Petite capture d'un petit écran donc qui est fourni nativement, qui s'appelle les Dependency Dashboard, qui est fourni nativement par Renovate. J'ai mis le cas de l'orchestrateur utilisateur. Vous avez un état des lieux des MR qui sont lancés, donc du coup des pipelines qui sont derrière, avec des petites cases cochées. On peut intervenir dessus pour dire moi je veux forcer le merge, donc pas de souci. Si vous descendez un petit peu dans la page, vous allez avoir justement l'état des lieux, des runs, des pipelines, donc qui sont KO, pas KO, et on va pouvoir intervenir dessus.
Dernière slide de tips, si on veut aller encore un cran plus loin, donc cette histoire de merge auto ou pas. Donc comme je vous ai dit, on merge pas automatiquement les majeurs, on merge les mineurs et les patchs, mais attention, il y a forcément des exclusions, et Spring aime bien faire ça. Les versions mineures de Spring cassent la rétrocompatibilité. Donc il faut faire des exclusions de ce genre-là en disant attention, merge auto pour les mineurs, ok, mais par contre, Spring, tu merges pas les mineurs, tu merges que les patchs. Donc ça, c'est pareil, c'est de la conf qui va remonter un petit peu assez haut. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les regroupements de librairies, c'est quand même intéressant, mais ça sera vraiment quand vous aurez maîtrisé tout le système. C'est quand vous avez des librairies, comme je vous ai mis en exemple là, assez couplées, pour éviter que le système passe son temps à faire des releases et en fait soit très occupé tout le temps au final. On va essayer de les regrouper. Donc là, voilà, je vous ai mis quelques exemples. Et enfin, le suivi. Donc je vous ai montré le dependency dashboard, il est très bien. Bon, voilà. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit le développeur qui aille voir. Donc c'est un peu dommage, parce que les développeurs, ils sont occupés, ils ont déjà plein de choses à penser. Si on leur dit, bah, en plus, tu dois aller gérer le dependency dashboard, ça va être un petit peu compliqué. Donc ce qu'on a fait chez Page Jaune, c'est qu'on a plutôt mis un système de notifs en place. Donc c'est du Teams qu'on a. Et du coup, on a mis un webhook sur GitLab pour dire, OK, quand ta MR elle est terminée, je te donne une notif sur le tel channel pour te dire, est-ce que c'est OK, c'est pas OK. Bon, voilà. Ça, c'est très bien. Et pour finir, si j'ai un seul conseil à vous donner, bah, c'est tester. Faites-vous votre avis, comme on a essayé de faire chez Page Jaune. Alors testez, mais attention, lâchez pas les chevaux, sinon vous allez avoir tous les développeurs qui vont vous tomber dessus. Hein. Donc il y a des petits bouts par petits bouts. Et si vous faites ça, ça va passer presque de manière invisible par vos développeurs. Et ils vont être même très contents, se dire ah bah c'est super, on a des librairies qui montent et qui marchent très très bien. Et surtout, restez pas comme le petit Dark Vador là, avec vos process manuels qui embêtent tout le monde. Au final, hein, les développeurs, c'est pas des choses intéressantes qu'ils aiment faire. Surtout des montées de versions de lib. Bon, on a autre chose à faire, quoi. Voilà, merci. Vous pouvez même mettre un petit feedback. J'ai mis le petit. Et c'est la pause café. Normalement, on n'a plus de temps pour des questions. Je ne sais pas si on va en prendre au moins une, peut-être. Ou alors, vous venez me voir juste après. Une? Allez, on en prend une. Merci.